Voilà, éclaireur, bon, après vraiment avoir écouté presque tout le monde, y compris toi-même, franchement, je voudrais d'abord vous féliciter pour tout le courage que vous abattez, pour vraiment tenir les Ivoiriens informés, en fait, à la bonne source, quoi. Peut-être que certains diront que nous sommes partisans, mais la réalité objective nous y oblige. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord, avant d'y arriver, saluer tout le peuple ivoirien, tout le peuple ivoirien et dire que le chemin que nous avons à parcourir est encore long, très très long. Il ne faut pas vraiment se voiler la face. C'est vrai que nous aurons par moments des colères, c'est vrai que par moments nous allons perdre en lucidité, parfois nous allons perdre en résistance, je veux dire devant des faits parfois ignobles, mais il faut s'attendre à cela. Et je voudrais attirer l'attention vraiment de tout le monde sur ce panel, de regarder euh, avec beaucoup de détails le comportement de notre leader, le président de la République. Vous avez estimé, vous avez évalué sa politique par rapport à l'application de la justice, qui selon vous a été un échec. C'est un propos que je respecte. C'est vrai que vous avez des arguments de le dire, mais moi je voudrais simplement vous dire que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire dans le sens où la Côte d'Ivoire vient de très très loin. C'est difficile, il y a des aspects de notre vie commune qu'on ne peut pas évoquer ici. Il y a beaucoup de problématiques qu'on ne peut pas aborder ici parce que ça peut vraiment toucher certaines sensibilités et même mettre en péril les efforts que les uns et les autres font pour amener le pays plus haut. Vous voyez, il n'est plus contesté et même contestable, je veux dire, pour être plus modeste, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a pris son envol et on voit que la Côte d'Ivoire brille. Mais qu'est-ce qui a mené la Côte d'Ivoire à tout ça? Il y a un vrai management qui est en train de se faire. Et c'est un management qui n'est pas facile. C'est pour les grands hommes. Et je réduis ce propos en ceci. C'est-à-dire contenir l'adversité. Tout le monde n'en est pas capable. C'est-à-dire ne pas répondre par la violence, ne pas répondre par la réprimande, ne pas répondre par des caractères, comment on appelle ça, trop agressifs à ceux qui nous agressent, et en même temps ne pas perdre de vue que nous avons un objectif, c'est d'avancer. Et c'est ce que je remarque chez le président de la République. Il m'est arrivé, moi aussi, de le juger, d'estimer qu'il était très tolérant, mais au fur et à mesure que j'avance, je comprends effectivement que c'est un sujet assez délicat. En fait, il faut qu'on aide le président de la République à être vigilant sur les adversités. Mais en même temps, nous avons le devoir de canaliser tout ça et que tout ça serve le développement. Il y a des gens qui ne vont pas prendre le train en marche. Il faut être, comme on appelle, insensible à cela. Et je salue B52 qui nous explique qu'effectivement, Blé Goudé n'est pas un homme fiable. Moi, je pense personnellement que c'est tout à fait vrai. Même ses propos, même le montrent. Vous savez, quand vous voulez juger quelqu'un, je suis de la communication, sa propre communication trahit, en tout cas, ce qu'il veut
ce qu'il veut, l'image il veut faire admettre par les gens en face. Il y a beaucoup de contradictions. On a la preuve qu'effectivement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, ils nous donnent l'impression qu'ils se sont ramollis. Mais le problème n'est même plus là. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui ont compris ce qu'est le président de la République. Qu'est-ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire? Et ça, c'est essentiel. Nous ne sommes pas là pour convaincre tous les Ivoiriens, 100%. C'est pas possible. Ça, c'est une chimère. Ça, c'est une chimère. C'est pas la peine de penser comme ça. Ce qui est important, c'est de surveiller tout ce que nous faisons pour faire avancer le pays. Et aussi, de protéger cela. De protéger cela par tous les moyens. Et c'est ce que le jeune Touré, Isiaka, qui va organiser la marche à Paris, est en train de faire. Et dans ses propos, vous comprenez bien qu'il me semble avoir compris la philosophie de notre Prado. C'est-à-dire qu'on ne va pas contre eux, mais nous n'allons pas les laisser faire le désordre. Et c'est ça, contenir l'adversité. Je veux qu'on comprenne ça vraiment dans le sens vrai. Parce que le chantier que nous sommes en train d'abattre, il est multidimensionnel. Les Ivoiriens ont, c'est-à-dire que quand vous faites les statistiques, le niveau scolaire des Ivoiriens en général n'est pas très élevé. On a besoin encore d'améliorer le système éducatif. On a besoin d'améliorer tous les systèmes. Et nous sommes sur la bonne dynamique. Mais ces gens qui sont en face, ils sont perdus dans le jeu. Ils ne peuvent qu'être que violents. Ils ont montré effectivement que c'est pas sur eux qu'on va compter, qu'ils vont jamais se ramollir. C'est même plus la peine de penser à eux. Mais la force du RHDP, la force du président de la République, et tous ceux qui comprennent cette dynamique qu'il est en train de mettre en marche, c'est de contenir les adversités. Et s'attendre tous les jours qu'on sera insulté, qu'il y aura des tentatives pour nous déstabiliser. Ça fait partie du jeu. C'est la nature du serpent que de piquer. Donc, c'est ce que je voulais dire, éclaireur. Ne soyons pas perdus dans le jeu. Nous avons le bon bout. La communication que vous avez faite aujourd'hui, vous avez vu comment le président de la République, Félix Houphouët-Boigny, par sa méthode, a pu, n'est-ce pas, rassembler autour de lui pour créer la CEDEAO et puis le Conseil de l'Entente. Donc c'est comme ça. Les gens ne nous supportent pas. Il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés dans ces derniers temps, et même avant, pour nous montrer que la Côte d'Ivoire doit compter que sur elle-même et sur ses bons fils. Quand je dis ses bons fils, qui veulent le développement de la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont égarés, il faut les contenir. Il faut leur donner le temps de s'amender. S'ils ne le font pas, la mort s'en chargera. Ce sera comme ça. Vous voyez, je suis quand même triste de le dire. Un monsieur comme Henri Konan-Bédié ne s'est pas repenti. Il a toujours été là pour embêter le président de la République. De trahison en trahison. Où il est aujourd'hui. Mais le système que le président a mis en place, c'est de contenir ses adversités. Il est parti de lui-même et Dieu s'en est chargé. Tout va se passer comme ça. Et chacun a son tour. C'est comme ça. Chacun a son tour. Et ceux qui sont malins vont vraiment se repentir. Je sais qu'il n'y en a pas nombreux parce que la malédiction les suit. Ils ont versé du sang. Ils ont fait du tort aux familles. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ils ont divisé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables de vraiment se repentir pour venir demander, ne serait-ce que, n'est-ce pas, des excuses aux Ivoiriens qui sont encore vivants, en tout cas des familles qui sont meurtries. Mais même une seule famille meurtrie, c'est tous les Ivoiriens meurtris. Donc vous voyez, ça, je voudrais que, en tant que RHDP, on intègre vraiment ça. Contenir l'adversité, c'est très important. Ça veut dire qu'on va être très secoué. Et on va être très secoué sur le long terme.
Parce qu'on est en train de faire un changement, c'est vraiment une révolution. La Côte d'Ivoire est en train de faire une révolution dans tous les sens. Vous voyez comment l'aménagement du territoire est en train de se faire. C'est vraiment, ça vous donne des trucs. Et donc, il faut accompagner cette... Allô? Oui, on est là, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Voilà. Donc, voilà cet aspect. Moi, je voudrais franchement dire que, avec tout l'estime que j'ai pour vous, parce que la qualité de vos communications m'oblige vraiment à vous accompagner dans... Voilà, mais ça... Non, vous savez ça... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais je vous... Voilà. Allô? Oui. Oui. C'est vous que nous écoutions? Oui, oui. Allô? Oui, nous sommes là et nous vous écoutons toujours. Voilà, donc, éclaireur, c'était... Allô? Oui, nous sommes là et nous vous écoutons. Bon, il y a deux voix, j'ai du mal à... Okay. Il me semble qu'il y a quelques difficultés. Intègre ça dans leur commune. Voilà. Est-ce que vous avez un appareil qui est allumé autour de vous? Ben, ça bug, il y a des difficultés au niveau de la ligne. Ok. Certainement un problème de réseau peut-être à votre niveau. Ouais, sinon, je vous entends très bien, il n'y a pas de problème, mais il y a une interférence de voix. Donc, on va vous laisser finir ce que vous étiez en train de dire. Comme voilà. Ça, donc, voilà, je tiens à ce que... Non, pas du tout. Il me semble que... Là, je ne comprends plus. Déclaration, moi je vous entends. Hein. Oui, à mon niveau, c'est parfait. Je ne sais pas, c'est à son niveau. Lui dit qu'il nous entend doublement. Bon, on ne sait plus. Oui, voilà, éclairé, donc c'est pour dire... Ah ben, je ne sais pas, ça revient. Ouais, on a vraiment d'énormes difficultés à vous entendre. On n'arrive plus du tout à vous entendre. Peut-être qu'il y a un dysfonctionnement à votre niveau. Déclaré, pourtant j'ai une question à poser à M. Bakay. Pour que sa ligne s'arrange. Oui. Attendez d'abord. Moi, quand vous parlez, il n'y a pas de problème. Mais dès que je commence à parler, il y a une voix qui vient se gonfler. Est-ce que vous n'avez pas un appareil qui est allumé à côté de vous? Non, je suis dans ma chambre. Donc, on va dire que le direct est simplement attaqué. Voilà, parce que nous, on est tellement familiers. Je suis dans ma chambre. On est familier des attaques ici. Donc, peut-être que c'est encore une nouvelle forme d'attaque. Il y a Madame Sali qui voulait me poser une question. Justement. Donc, cher maire, vous pouvez poser la question. Oui, M. Bakayoko, avec ce que vous aviez dit. Non, rien du tout. Vous m'entendez? Allô, M. Bakayoko? Posez la question. Ouais. Posez la question simplement. Okay. Voilà pourquoi l'éclaireur, ce qu'il vient de dire, il dit que le RHDP doit rester redynamisé ou bien, je ne sais pas là. Voilà pourquoi moi je dis, il faut qu'on cherche à régler les problèmes qui se passent au sein du RHDP dans les différents coins. Parce que il y a assez de problèmes qui se passent actuellement. Alors nous n'avions pas besoin de ça. Vu les adversaires que nous avions là, c'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Il faut chercher à régler ça pour qu'on puisse avancer une fois pour de bon et pour que les choses puissent être à la hauteur de ce que ça doit être, quoi. J'espère que tu comprends un peu ce que j'ai dit.
On a déjà des difficultés avec lui. Peut-être qu'il entendra la question. Elle a été longue et on aurait voulu que ce soit une question. En quelques secondes, quelle est votre question? Ok, ma question est que est-ce qu'il n'est pas temps de chercher à redynamiser et à travailler au sein du RHDP même avec les guerres qui se passent entre les cadres ou bien les militants du parti? Est-ce que le RHDP n'a-t-il pas le mérite de régler ses questions internes? C'est ça la question. Oui, okay. Merci. Maintenant quoi? Dès maintenant. Oui, tout naturellement. Donc, M. Koulibaly, si vous avez entendu ou pas, et si vous n'avez pas entendu, on allait essayer de vous demander de mettre sur muet, et puis j'allais essayer aussi de donner peut-être mon avis, et puis j'allais déjà dire que, cher maire, le RHDP est un parti qui est suffisamment aguerri, et il a intérêt à régler ses problèmes le plus tôt possible. Vous savez, cher maire, dans toute organisation politique, dans toute organisation humaine, il arrive à un moment où les intérêts deviennent divergents. Ça veut dire on est tous dans la même organisation, mais les gens veulent profiter en fonction soit de ce qu'ils ont déjà amené comme travail dans le parti, ou bien même des gens qui viennent mais qui ont d'autres ambitions. C'est comme ça dans toute organisation humaine. Je vais vous donner un premier exemple. À l'époque du prophète, après une expédition de guerre, vous savez, nous parlons au 7e siècle, donc c'est pas comme aujourd'hui. Et donc, lors du partage du butin, le prophète de l'islam a fait le partage et il y avait quelqu'un à qui il n'a rien donné. Et le monsieur s'est mis dans une fureur noire. Et ce jour-là, il a dit ceci au prophète. Il dit, mais toi, tu n'es pas le prophète de Dieu. Le minimum chez un prophète, c'est d'être juste. Tu sais ce que je vaux. Et tu viens aujourd'hui, tu fais comme tu m'as oublié. Et c'est très désolant. Et le monsieur, il n'y a pas de mots qu'il n'a pas dit. Mais vous savez pourquoi le prophète avait agi ainsi? Non. Parce qu'en toute chose, les gens ne se valent pas. Est-ce que les gens sur la terre se valent? Non. Ok. Après tout ce qu'il a dit, les gens disent, mais comment tu peux parler comme ça? Le prophète dit, laissez-le. C'est sa liberté de s'exprimer. Et il a dit ce qu'il avait à cœur. Je n'ai pas été envoyé pour empêcher les gens de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Après, le prophète l'a pris à côté, lui dit, écoute, si tu as vu que je ne t'ai rien donné là, c'est parce que je mesure l'ampleur et l'intensité de ton combat. Et moi, c'est moi à travers qui Dieu passe pour faire des révélations. Je vois plus au-delà que ce que toi tu vois. Les biens matériels là. Toi tu te places aujourd'hui dans les biens matériels. Mais Dieu t'a mis au-dessus de ça. Et la valeur que Dieu même t'accorde là. Toi-même là, les biens là. Si on te donne là, tu vas redonner aux gens. Et donc quand Dieu t'a élevé là, il ne faut pas t'abaisser. Mais si tu veux les biens, on va te donner. Hein? Il faut décider aujourd'hui. En fait, toute organisation politique, c'est la même chose. Il y a des gens qui y viennent. Eux, quand tu remarques, ce seront des pionniers, ce seront des gens qui ont mené le combat et qui ont beaucoup fait. Mais est-ce que parce qu'on a lutté dans une cause, il faut avoir les bénéfices comme on le souhaite, ou bien à la hauteur de notre combat? Ce n'est souvent pas la meilleure des choses. Mais il y a des gens aussi qui viennent dans un combat, eux ne s'attendent à rien d'autre que les bénéfices. C'est ça le problème. Monsieur, vous pouvez vous mettre sur muet, ça va beaucoup nous arranger. D'accord. Monsieur Bakariko, si vous pouvez me mettre sur muet, ça allait beaucoup nous arranger. Oui, c'est ce que je veux faire. Bon. Appuyez sur le micro. Okay. Donc, comme j'étais à dire, le vrai problème du RHDP aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est leur saison, il faut qu'eux, ils arrivent à accumuler des milliards et les biens matériels. Ils s'en foutent de l'avenir du parti, cher maire. Certains sont parmi les pionniers, comme certains sont parmi les cadres ordinaires ou les militants ordinaires. Ils s'en foutent. Parce que comme disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, c'est après la conquête de la cité que les meilleurs guerriers sur le front deviennent des ennemis. Et le RHDP ne peut pas échapper à cette réalité. Il aura forcément des clans avec des intérêts diversifiés.
Mais le noyau qui sent être celui-là même qui est mis au-delà de ces principes-là, mais de ces réalités-là, c'est sur ce noyau-là qu'il faut se baser fondamentalement. Et donc, ces problèmes, chère mère, on va les résoudre 1000 fois, ces problèmes existeront toujours. Et aujourd'hui, là, c'est nous les militants. Soyons connectés à notre leader. Laissons ceux qui sont à la recherche de leur gloire rechercher leur gloire. Parce que pour eux, c'est légitime. Et quelqu'un te dit, moi j'ai fait 20 ans dans un combat, je mérite ça. Qu'est-ce que toi tu as pour lui dire, tu ne mérites pas? Laissons chacun faire ce qu'il a à faire. Mais aujourd'hui, l'essentiel que nous retenons là, c'est comment sauver la vie de nos militants. Comment maintenir le travail. Et c'est ce qui me fait rentrer dans ce que M. Bakayoko disait. En fait, ce que M. Bakayoko dit, pour moi, ça ne marche que dans un environnement où on a des gens en face qui veulent faire un effort pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'on prend tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire là. M. Bakayoko a reconnu que Bédié n'a pas changé jusqu'à sa mort. Laurent Gbagbo, quand vous voyez son cheminement là, qu'est-ce qui va changer en lui? Simone Evé là, quoi va changer dans elle? Blé Goudé là, qu'est-ce qui va changer en lui? Et nous estimons que la meilleure manière de contenir ces personnes-là, après tout ce que le président a fait, après tout ce que la Côte d'Ivoire a fait en termes de sacrifice, parce que tu ne peux pas mettre pendant 10 ans la vie des gens en danger, conduire une guerre civile en Côte d'Ivoire et revenir encore et ne pas être capable de même présenter des excuses et venir comme une insulte demander à ce peuple-là de te donner de la valeur. Ça veut dire que c'est des gens qui ne seront jamais dans la rédemption. Il y a eu combien de dialogues politiques? Ça aboutit à quel résultat? Mais on ne vit pas permanemment pour être dans le mythe de Sisyphe. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le mythe de Sisyphe, c'est dans la mythologie grecque. Sisyphe est né presque demi, ça veut dire demi-dieu. Si je dis bien la mythologie, ce n'est pas la réalité. Et Sisyphe était tellement malin qu'il a pu tromper la mort elle-même. Sisyphe, après avoir trahi les dieux, ils l'ont condamné à mourir dans l'enfer qu'on appelle Hadès. Il devait rester là-bas. Mais Sisyphe a pu convaincre la déesse de la mort de lui donner un peu de temps, puisqu'il avait des engagements vis-à-vis de sa femme et de sa famille, le temps qu'il puisse aller réparer ces engagements-là et puis revenir. Mais Sisyphe avait un plan derrière la tête. Une fois qu'on lui redonne la vie, il revient. Et quand il revient, le temps qui était entre lui et l'ange de la mort, il dit à l'ange, il défie les pronostics et il pose la question de savoir pourquoi on puisse dire que quelqu'un est en enfer, c'est parce que la personne est bien morte. Et il n'a pas respecté ses engagements. Donc pour le punir, qu'est-ce qui a été décidé? Il a donc subi une malédiction. Et de cette malédiction-là, il y a un gros rocher que Sisyphe doit pousser du bas vers le haut de la montagne. Et chaque fois qu'il arrive au sommet de la montagne, qu'il pense qu'il va avoir un petit moment pour se reposer, le gros rocher tombe en arrière. Et donc il va faire ça permanemment toute sa vie. Mais est-ce que c'est la vie de Sisyphe que nous voulons mener? Est-ce que les générations à venir méritent cela? Quand on veut dénaturer l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour transformer les victimes en bourreaux, quand on veut dénaturer l'histoire de la Côte d'Ivoire, insulter même la mémoire du président actuel, quand on veut se moquer des vies qu'on a fait détruire, quand on veut travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire, à un certain moment, trop, c'en est de trop. M. Bakayoko, vous serez d'avis avec moi. Quels ont été les mérites de la justice? Est-ce que la justice est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose? C'est-à-dire dans une société, est-ce qu'on peut vivre sans faire la justice? Parce que autant vous avez dit que la logique naturelle jouerait son rôle, mais Alassane Ouattara aussi va mourir aussi un jour. Mais il y a combien de problèmes qui seront résolus? En fait, à un certain moment dans une société, on en arrive à une étape. Il faut essayer une nouvelle perspective. Après toutes les largesses qui ont été faites à ces personnes,
Et avec toutes les turpitudes que ces personnes déploient, à un certain moment, si nous nous prenons garde, nous n'avons pas signé un pacte avec Dieu pour dire que comme nous sommes bons, ou bien comme nous pensons que nous sommes bons, que les choses vont se passer comme nous le souhaitons. Il n'y a pas ce pacte-là entre nous et Dieu. Et en tout état de cause, était un père de famille qui aimerait laisser en héritage les mauvaises manières de gore à ses enfants. Est-ce que nos enfants doivent reprendre ces mêmes combats, entendre ces mêmes langages? Voilà aujourd'hui la problématique que pose le comportement, le manque, la défaillance de la justice en Côte d'Ivoire. C'est que ceux qui bénéficient de cette largesse-là, allez prendre les propos de Dogoblé, vous voyez qu'il n'y a aucun changement, mais ils reviennent pour refaire les mêmes choses. Mais quand c'est comme ça, vous avez bien parlé de contenir. Pour contenir, il faut un contenant. Pour y mettre un contenu. Mais nous, qui sommes les contenants, est-ce qu'on n'a pas suffisamment encaissé? Et c'est nous les contenants qui disons que nous ne pouvons plus contenir. Sinon, Alassane Ouattara, les turpitudes de Laurent Gbagbo, les moyens de l'État sont là pour le protéger. Son intelligence naturelle le protège. Mais moi, le citoyen lambda, moi, le citoyen ordinaire, quelle garantie j'ai dans mon quartier que quand Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Simone Eve Gbagbo, Sorokin vont lancer leur machine de la mort, quelle est la garantie que, parce que je suis bon, je vais survivre? Voilà aujourd'hui la problématique. Et la meilleure manière de contenir, c'est de vider le continent. Ça veut dire, quand on a rempli quelque chose, à un certain moment, il faut être capable de vider pour relaver le fond. Après tout ce qui a été fait, après avoir épargné la vie de Laurent Gbagbo, après avoir fait des largesses aux criminels, après les avoir remis dans leurs droits, imaginez-vous qu'ils sont sous grâce présidentielle, regardez leur comportement. Imaginez-vous un instant, quand ils auront cette amnistie. Et de toute façon, grâce ou pas, amnistie ou pas, ces gens n'ont qu'un seul élément. Il faudra que les Ivoiriens arrêtent de se mentir à eux-mêmes. Ces gens feront la violence, quel que soit le cas de figure. J'ai déjà expliqué. Gbagbo n'est pas amnistié, n'est pas candidat. Il fera la violence. Gbagbo est amnistié, il sera candidat. Il contestera les élections et il fera violence. Mais finalement, pourquoi il faut contenir tout ça? Il faut plutôt vider le contentieux. Et aujourd'hui, vider le contentieux, ça suppose qu'il faut s'assumer pour nous. Et on ne parle pas à partir du vide. Nous parlons à partir du vécu des Ivoiriens. Est-ce qu'il faut accepter le manque de justice, l'incohérence de la justice, en collaboration avec les autorités actuelles? Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire de demain nous donne? Il y a cette question-là qui se pose. Ou bien à un certain moment, là où les dirigeants ont failli, il faut être capable d'assumer notre propre destin pour que cette calamité sans fin-là puisse connaître une fin. Et nous avons choisi que nous ne serons pas des spectateurs en face de l'histoire. Et nous ne serons pas des détails de l'histoire sur qui on va faire l'histoire. Si nous devons mourir, nous allons mourir les armes à la main, en train de défendre nos vies et en train de défendre notre dignité. Et en toute sincérité, nous n'allons jamais négocier ça. Et nous ne demandons pas l'appui d'Alassane Ouattara. Nous ne demandons pas l'appui du RDR, ni du RHDP. Nous demandons à tous ceux qui tiennent à leur vie de se battre pour maintenir leur vie. Et ça, parce que ceux qui sont en face n'ont aucun respect pour la vie. Et si c'était à refaire, ils le disent toujours, ils feraient pire. Quand le 6 deviendrait 9, ce serait pire qu'avant. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter avant de laisser la parole, si peut-être il y a quelqu'un qui voudrait la prendre. Monsieur Bakayoko, si vous voulez parler, vous pouvez. Hein. Il me semble que M. Bakayoko a des difficultés. Il n'arrive plus à communiquer. Okay. Il y avait des bruits dans sa ligne, peut-être. Ok, l'éclaireur. Moi, je vais te dire que vraiment, tout ce que tu dis, c'est tellement vrai
Nous sommes fatigués au fait. C'est trop quoi. Franchement, et ceux-là ne changeront jamais, ils ne changeront pas, et c'est leur nature. Parce que c'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit ici, il n'a pas donné, j'ai dit, Bédier n'a même pas eu le temps de se repentir avant de mourir. D'abord aussi s'en fout, il est là. Il ne va pas se repentir avant que la mort ne vienne à lui. Donc nous... Mais, chère mère, oui. Pour se repentir d'abord, c'est ce que vous appelez chez vous les musulmans al-tawba, right? Ça est le repentir. Yeah. Mais il faut qu'il y ait une volonté de la part de toi-même. Or, ces gens-là, même si vous leur donnez 1000 ans, ils ne vont jamais se repentir. Donc là, dire que Bédier est mort, il ne s'est pas repenti, pour moi, ce n'est pas là la question. La question, c'est que l'individu, même si on lui avait donné 1000 ans, il n'aurait jamais fait ça. En fait, il y a une volonté de détruire. Il y a une volonté de détruire qui est là. Et c'est cette volonté-là de destruction qu'il faut casser. Tant qu'elle n'est pas cassée, ces gens-là ne reviendraient pas à leur humanité. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que tout ce que ceux-là connaissent, c'est la violence. Il n'y a rien de paix dans leur discours. Rien, tout est toujours pour la belligérance, toujours pour les histoires. Franchement, dit trop, c'est trop. Et il est temps maintenant que les militants prennent leurs armes à la main, quoi. C'est tout. Voilà, parce que maintenant, non. On ne va plus s'asseoir pour attendre que on est fatigué des mêmes discours de haine et de violence chaque fois. Chaque fois qu'une élection doit arriver, il faut que les cœurs battent. Pourquoi même? Il faut qu'on arriver à un moment trop, c'est trop, quoi. S'ils n'ont pas une autre manière de faire la politique, qu'ils dégagent et puis d'assez, quoi. Franchement, parce que trop, c'est trop. Voilà. Même tous ceux mêmes qui étaient modérés, tout le monde est révolté. Franchement. C'est quoi? Et moi, j'ai dit ceux qui sont modérés, c'est des gens qui n'ont pas perdu des gens. Mais quelqu'un qui a perdu des gens de 2000, non, pendant la crise post-électorale pour du n'importe quoi, des gens même qui ne connaissent même pas le président, des gens même qui ne m'ont pas touché 5 francs de ça, parce que c'est leur devoir de choisir le président, c'est un problème. Vous allez continuer à faire ça, pourquoi? Et vous saviez, non, mais franchement, il faut que ça s'arrête quelque part. Et moi, je suis... Allô? Oui, on est là, on vous écoute. Et moi, je suis pour le fait que ce que Issaka Touré a dit, c'est ce qu'il faut, il faut du tic au tac maintenant. On ne va plus attendre quelque chose. Papa doit assez écouter. Maintenant là, il est temps pour nous, parce que franchement, trop, c'est trop. Franchement, il faut une Côte d'Ivoire paisible. Vous avez besoin d'une Côte d'Ivoire paisible et des dirigeants paisibles qui vont venir pour le bien du peuple. Actuellement, de la manière papa doit commencer, ça ne peut plus descendre. Ça va continuer à monter. Voilà, mais ça ne doit plus descendre. C'est de ça qu'on a besoin. Et on sait, les Ivoiriens savent très bien. C'est quelqu'un qui leur a donné la paix depuis la mort d'Oufoué. Ils savent ça. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc on ne va plus rester là pour des gens qui n'ont rien foutu, que leur vie ne les importe. Non, leur vie ne les importe pas peu parce que la plupart de ces gens, ils ne sont pas au pays. Quand ils font ces trucs, ils ne sont pas au pays. Mais cette fois-ci, quand ils vont fermer toutes les frontières, même seront au pays, comme de la manière les élections sont passées récemment. Voilà, ils seront là. Et puis tout va se passer devant tout le monde. Et puis un coup, c'est fini, quoi. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué. Vous êtes dans les pays occidentaux. Vous-même, vous voyagez, vous partez dans les pays occidentaux. Quand ils ont les élections, vous ne voyez pas comme ils sont chez eux. Mais pourquoi seulement on doit toujours rester dans l'animosité? Regarde le Sénégal, même tout près là, qui vient de faire ces élections. Vous allez nous dire que les Sénégalais sont plus démocrates que les Ivoiriens. Donc c'est ça, quoi. Franchement, vous nous emmerdez, vous êtes passé au pouvoir, vous avez vu, vous n'aviez rien foutu. Donc là, c'est pas la violence qui peut régner là, en Côte d'Ivoire là. Parce que papa est venu ouvrir les yeux des Ivoiriens. Papa est venu montrer aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'un politique, qu'est-ce qu'un président doit faire pour eux. Les Ivoiriens ont vu ça. Voilà. Et c'est un être humain comme tout le monde, on ne peut pas réussir partout. Mais il a fait ce qu'il fait ce qu'il peut et il a fait ce qu'il peut pour que les Ivoiriens ouvrent ses yeux. Ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir les yeux là, on ne peut plus vous laisser faire du n'importe quoi. Franchement, déclarez vraiment merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et je crois que chacun s'est exprimé. Je ne sais pas si M. Koulibaly, M. Bakayoko est toujours là et s'il voudrait prendre la parole. Ou bien il y a le B52 aussi qui est là. Je ne sais pas si l'un ou l'autre voudrait prendre la parole. Elle est en tout cas ouverte. Ok. Il me semble que tout le monde s'est exprimé et on a des difficultés déjà avec M. Bakayoko. Et donc, on allait aller déjà vers la fin. Et vu qu'il n'y a personne qui veut prendre la parole, ça veut dire que tout le monde est satisfait. Et donc, chère mère, vraiment merci à vous. Merci à M. Bakayoko. Merci au B52. Merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans des conditions difficiles. Mais toujours, on arrive à faire ces émissions-là. Merci à chacun de vous. Et
Vraiment, nous souhaitons tout le meilleur. Oui? C'est Bakayoko. Ok. Donc, on vous laisse la parole. Est-ce que... D'accord. Je voulais rebondir sur l'intervention de Sali. Je comprends franchement, et puis aussi, bien évidemment, votre intervention. C'est normal, ces colères-là sont normales. Nous, je ne vais pas être hypocrite, nous vivons tous ces colères-là. Mais notre mission est plus profonde que ça. Vous voyez, je vais vous prendre l'exemple de, comment on appelle, de la guerre de Débia. Lorsque le prophète, bon, vous savez que le prophète a migré à Médine, et après ils sont venus, ils ont combattu les Mécois et ils ont gagné la guerre. Et après, quand ils ont gagné la guerre, vous savez, quand il y a une guerre, normalement c'est les vainqueurs qui décident. Mais ça n'a pas été comme ça avec le prophète de l'islam. Il a dit, les gens ont exigé parce que les Mécois, ils avaient peur, donc ils ont fait des exigences face aux musulmans. Et Omar est sorti, il a dit, mais c'est nous qui avons gagné la guerre. Et ils nous font des exigences. On ne peut pas céder à cela. C'est à nous de prendre les initiatives. Et le prophète lui a dit, non, acceptons ce qu'il nous demande. Et c'est comme ça que les traités ont été signés tout en faveur des Mécois. Mais quelle a été l'issue de tout ça? C'est qu'après, les gens se sont convertis en masse. En fait, moi, je ne regarde pas cette génération blégoudéiste et baboïste d'aujourd'hui. Ils sont petits dans le combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de construire un pays normal. Parce que ça fait longtemps que le pays n'est pas normal. Et ça, il ne faut pas qu'on l'occulte dans nos jugements. La Côte d'Ivoire a perdu, n'est-ce pas, le sens de la normalité depuis longtemps. La corruption est devenue monnaie courante. Et ça, les gens ne s'en cachent pas. Vous pouvez être avec quelqu'un aujourd'hui où il y a dans notre histoire récente qui commence à travailler avec vous avec un salaire de 100 000 francs. Mais dès lors qu'on le met à un poste de responsabilité un peu plus élevé, où il a accès à la caisse de l'État, demain vous le voyez construire des immeubles. Et il n'est jamais inquiété. Et ces exemples sont légion. Ils ne sont pas sortis de tout ça. Donc, il y a longtemps que la Côte d'Ivoire sombre, n'est-ce pas, dans la normalité. La normalité est devenue la normalité. Monsieur Bakayoko? Et tout ça, c'était... Allô? Monsieur Bakayoko? Oui? J'allais vous poser 2 questions pour vous rendre beaucoup plus efficace. D'accord, allez-y. En fait, nous disons pratiquement la même chose. Peut-être que c'est la méthode qui diffère. Quand je vous écoute, pour vous, c'est le temps qui va régler ces problèmes-là. Non, c'est pas... Il y a le facteur temps. Et puis, il y a le facteur observation. Mais en même temps, moi, je vous dis, en même temps qu'on les observe, c'est que ces personnes sont en train de continuer à donner aux générations à venir les mêmes venins. Non, justement, quand vous faites les statistiques, et on a vu ça après la CAN, il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus avant la CAN, pendant la CAN. Mais après la victoire, les choses ont changé. Les gens ont compris beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y a eu des mea culpa. Les gens ont avoué certaines choses. C'est comme ça. Et ça, c'est comment on appelle ça, c'est l'alchimie que nous sommes en train de dérouler, de déployer. C'est-à-dire, vous pouvez changer les gens par les armes, mais c'est un changement apparent. Mais quand tu rentres dans le tréfonds des gens et qu'ils sont saisis par l'essence des choses et qu'ils comprennent qu'en réalité, mais nous combattons quelque chose qui n'existe pas en réalité, c'est dans notre tête. Vous avez gagné le combat. Et il y avait un ministre français à l'époque, Badinter, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a milité pour l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter. Et c'est ce qu'il a dit dans un de ses propos.
Il dit la guerre, ça se gagne dans les esprits. Si vous gagnez la guerre par les armes, vous n'avez rien gagné. Parce que Laurent Gbagbo est en train d'être démembré, comme l'a été Bédié. Il était à la tête d'un PDCI, il savait que c'était une bombe à retardement. Regardez ce que notre frère Thiam a aujourd'hui comme difficulté au niveau du PDCI. Chaque fois, il y a des événements qui viennent lui montrer qu'il est sur une boule de feu. C'est comme ça, le travail se fait, mais c'est pas comme nous on veut que ça se passe. Ça, c'est normal. Mais ce que nous devons faire, c'est notre responsabilité en tant que responsable, c'est de ne pas perdre de vue la ligne. Comment nous sommes arrivés là? Il y a eu des nuits blanches, il y a eu des souffrances, il y a eu de la ténacité. On a tenu, on a accepté, on a affronté la mort, la souffrance. Des gens sont sortis du pays. Des activités ont été complètement détruites. Des vies sont parties. Mais parce qu'on voulait ça. On a fait une guerre terrible, même si les gens ne le disent pas assez. C'était terrible. Les familles ont été divisées. Et les divisions sont encore là. On a des éléments de preuve. Il y a eu beaucoup de trahisons dans notre camp. Et ces trahisons continuent. Et ça ne va pas s'arrêter. Moi, je ne suis pas dupe là-dessus. Je sais que tout parti politique vit ça. Donc, il faut l'accepter. Le prophète a vécu ça jusqu'à sa mort. Mais les gens sont restés avec lui. Mais parce qu'ils avaient autre objectif. Ils voulaient être à côté pour mieux frapper. Mais si vous ne perdez pas de vue votre objectif, vous allez arriver. Mais dans l'adversité, c'est comme ça. Moi, je ne rêve plus. Je sais maintenant qu'à partir de maintenant, la vraie gouvernance, la vraie gestion de la chose de l'État a commencé. C'est maintenant qu'on est au pouvoir. Et vous voyez ce qui se passe. Tout ce qui se fait, ça demande de la responsabilité. Si vous n'êtes pas capable d'assumer, ça se voit tout de suite et il y a des décisions qui sont prises. Ce n'est pas toujours le cas, mais la majeure partie des situations, il y a des décisions qui sont prises. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la machine. Et donc, à bien vous écouter, oui. C'est bien beau. Mais est-ce qu'on a des garanties que le RHDP sera au pouvoir pour au moins 10, 15, 20 ans? Parce que si nous ne sommes pas au pouvoir pour continuer cette logique-là, ces mêmes personnes vont revenir encore comme le mythe décisif, nous remettre encore au point de départ. Et vous allez voir que tout le travail qui a fait est gâché. Et donc là, il faut qu'on ait une garantie, qu'on ait une maîtrise des événements à venir. Sinon, le travail tombe à l'eau. Bien évidemment. C'est pour cette raison que le RHDP ne doit pas être un parti d'orgueilleux. Et c'est pourquoi même ça nous posait la question de savoir quels sont les correctifs nécessaires que le RHDP doit admettre en son sein pour pouvoir... Bien sûr, c'est tout ça, ça fait partie du dispositif de comment on appelle ça, pour contenir les adversités. Parce que les adversités sont au sein du RHDP aussi. Et parfois, c'est plus fort même qu'à l'extérieur. C'est parce qu'il n'y a pas des études sociologiques qui mettent ça en lumière. Non, mais parfois, on a vu des responsables du RHDP à qui on a confié des responsabilités, par exemple des mairies, qui n'ont pas assumé, qui ont déçu. Ça se voit. Ouais, donc, tout ça, mais ça ne doit pas arrêter l'élan. Vous voyez la force du président de la République de toujours tenir le cap. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Et EPV, tu es capable, en tout cas l'équipe EPV, vous êtes capable de continuer cette lutte-là. C'est pourquoi, c'est vrai, il faut avoir des moments de colère, des moments d'exprimer son ras-le-bol, mais sachez que nous avons commencé maintenant la gouvernance. Et chaque fois que nous allons résoudre un problème, la porte d'autres problèmes vont s'ouvrir encore. Les portes d'autres problèmes vont s'ouvrir. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on construit un pays normal. C'est comme ça qu'on construit un pays normal. Il faut sortir du rêve. Ce n'est pas de la facilité. En matière, par exemple, c'est un exemple banal que je prends. La problématique du logement. Regardez comment les gens, le RHDP lui-même en son sein, les gens ont saboté ça.
Pourtant, le besoin de logement décent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire HEC pour le savoir. C'est un besoin qui est là, qui est immense. Mais ça a été l'un des projets phares du président de la République. Il a été trahi sur toute la ligne. La question de l'homme, vous avez évoqué qu'il a échoué sur l'homme. Mais justement, cette difficulté qui se présente aujourd'hui, c'est ce que j'étais en train d'évoquer. La Côte d'Ivoire n'était plus dans la normalité. Et pour la ramener dans la normalité, c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour la ramener dans la normalité? Est-ce que vous pensez Il faut continuer à renforcer le système éducatif, continuer à renforcer, à investir dans le système éducatif, à donner de bonnes formations à nos enfants, et puis, par exemple, les amener à lire beaucoup. Mais et la justice? La justice, bien évidemment. Moi, je suis un ancien de l'appareil judiciaire. Mais je vous assure, le travail à abattre au niveau de la justice, ce n'est pas un travail d'une seule génération. Ça va demander peut-être un demi-siècle. La justice était gangrénée. C'est pas fini. Et quand vous dites gangréné, vous voulez dire, parce que moi j'aime ici qu'on appelle les choses par le nom, Laurent Gbagbo a incrusté dans le système judiciaire des éléments... Mais bien évidemment, bien évidemment. Voilà, je préfère que tout le monde comprenne comme ça. Oui, c'est ce qu'il faut. Justement, c'est normal, chacun utilise ses mots. La justice, c'était plus une justice libre. Même pour, comment on appelle ça, accéder, pour réussir au concours de la magistrature, c'était pas quelque chose d'aussi clair. En fait, on a servi au président de la République un plateau pourri, une Côte d'Ivoire complètement désarticulée dans tous les sens. Mais le sommet de l'État, regardez ce qu'on a retrouvé comment on appelle ça, au plateau, à la résidence, à la présidence, ce qu'on a retrouvé quand Gbagbo a été débarqué. Après de Goblé, oui. Oui. Donc, nous sommes en train de construire un pays qui retrouve la normalité. Donc, les fondamentaux ont été touchés. Les humains même ne croyaient plus qu'on allait sortir de cette situation. Beaucoup croyaient qu'il faut tricher pour réussir. On a vu ce que ça a donné. Des générations de jeunes personnes qui sont tombées dans la facilité. Le broutage est un exemple palpant. Beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens sont devenus des brouteurs. On ne peut pas finir de parler du problème de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que je vous dis, vos colères sont respectables et à respecter. Mais c'est maintenant qu'on commence la gouvernance. C'est maintenant que ça commence. Et donc, vous savez, il y a une citation d'un grand philosophe qui dit que la vie, c'est comme un océan où il y a des baleines, des requins, des dauphins, en fait, toutes sortes d'espèces. Là, pour réussir dans cet environnement, il faudrait que tu sois en capacité d'observer et de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est à nous maintenant de regarder. Comment on a fait pour réussir cette canne qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a eu un travail de fond. Mais que de mots méchants ont été tenus sur la toile partout pour prédire l'apocalypse, que la Côte d'Ivoire ne réussirait pas cela. Mais c'est arrivé. Même un ministre a dû quitter ses fonctions parce qu'il n'était pas à la hauteur. Il y a plein de cas comme ça. Et il y a des gens qui jouaient dans l'ombre pour détourner les fonds, pour empêcher que cet événement soit un succès. Éclaireur, on est devant une problématique très, très, très méticuleuse. Non. Il y a des aspects qu'on ne peut pas évoquer sur les antennes. Il y a des aspects aussi qu'on peut débattre comme ça pour que les gens puissent comprendre que voilà, on est dans une dynamique qui peut être dessinée comme ça. Mais la réalité est bien plus complexe. Est bien plus complexe. Laurent Gbagbo, c'est fini. C'est fini. Il ne sera jamais honnête. C'est fini.
Nous, notre problème, quand ils commencent leurs conneries, nous, on se prépare pour les contenir. On se prépare pour les contenir. Est-ce que la violence ne fait pas partie aussi de ces options? Bien évidemment, mais c'est la toute dernière option. Okay. On ne prend pas les devants. Justement, vous avez parlé de Diomaye Faye qui vient d'accéder à la magistrature suprême au Sénégal. Mais ils auront aussi à répondre de cela parce que ils ont vendu un produit, mais ils ont accédé au pouvoir aussi dans des conditions où il y a eu beaucoup de populisme. Beaucoup de propos sont contradictoires. Maintenant qu'ils ont le pied dans l'étrier, on va voir la réalité. Ils vont comprendre que c'est pas un monde simple. Moi, j'ai fait le Sénégal. Contrairement à ce qu'on dit, et ça c'est ma conviction, pour l'avoir vécu avec Abdoulaye Wade, avec le président, le grand détail, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom. Le deuxième président du Sénégal. Oui, je vois. Abdou Diouf. Abdou Diouf, oui. On nous vend un Sénégal très démocratique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on a les mêmes problèmes. Le taux d'analphabétisme au Sénégal fait honte. Le Sénégal, à l'intérieur, c'est le désert. La répartition des richesses, c'est tout un problème. La situation du chômage, c'est alarmant. Et puis, on croit que en 5 ans, on va résoudre tous ces problèmes comme ça. On accuse, à tort ou à raison, Macky Sall d'être le responsable de tous les maux du Sénégal. Il est parti maintenant. Ils vont voir la réalité de la problématique du développement du Sénégal. Donc moi j'ai dit, nous, le président de la République nous a vraiment honorés. Il a fait le job qu'il fallait. C'est à nous maintenant de regarder dans son attitude et d'en faire, n'est-ce pas, de nous approprier ces valeurs-là et puis aller maintenant affronter nos problèmes. Ces opposants qui ne servent à rien, qui passent leur temps, n'est-ce pas, à descendre leur pays dans la boue, nous n'allons pas les tuer, c'est pas notre objectif, mais ils vont voir le développement et ils vont le respecter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Au début, ils déterraient, ils cassaient les goudrons. Ils ont compris que tout ça aujourd'hui, ce n'est pas la solution. On a parlé des ONG qui ne servent à rien, qui servent d'autres causes que la cause qu'ils ont affichée officiellement. Mais nous savons tout ça. Aller dans les renseignements généraux, on le sait. Mais pourquoi on les laisse pour mieux les contenir? Bon, je ne vais pas aller trop loin dans ce truc-là. Donc, éclaireur, on est sur une dynamique qui a beaucoup de facettes. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être officiels. Ils s'immiscent même dans les difficultés que le Mali a avec la Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait la cause de ces difficultés. Mais il prend parti. Mais tout ça, nous comprenons. Parce que depuis Houphouët-Boigny, le Burkina Faso, à travers, n'est-ce pas, le président Sankara, avait, comment on appelle, des griefs contre la Côte d'Ivoire. Au point qu'il passait tout son temps à insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Et le destin s'est chargé de lui. Mais quand on vend Sankara aujourd'hui, c'est l'image de quelqu'un qui était, c'est une image policée. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de Burkinabés savent ce que Sankara leur a coûté. Donc, moi, ce que je veux dire, la dynamique est bonne. Nous sommes à Paris ici, nous allons à la marche, nous sommes là pour protéger nos institutions. C'est notre droit, notre devoir. Si maintenant vous voulez outrepasser les limites, nous aussi, on agit. Et puis comme ça, vous allez comprendre qu'en face de vous, il y a une force. C'est ce que j'entends et je veux expliquer, j'explique par contenir les adversités. Ils ne vont pas arrêter. C'est des maudits. Ils se sont abusés avec le sang humain. Qu'est-ce que tu peux faire avec des gens comme ça?
Et c'est pas à nous, n'est-ce pas, de tuer ces personnes-là. Ça sert à rien. S'ils veulent pas compter dans le développement de leur pays, c'est leur problème. De toutes les façons, chaque vie a une fin. Est-ce qu'on parle de Bédié aujourd'hui? C'est fini à jamais. C'est fini à jamais. Ceux qui veulent entendre vont attendre. Mais la main de Alassane Ouattara n'a pas été salie. Lui, il a fait pire que ceux qui ont tué. Il a fait pire que ceux qui ont tué. Il a privé beaucoup d'Ivoiriens de leurs droits élémentaires à cause des vols, à cause de s'être approprié des biens des Ivoiriens, vendre, n'est-ce pas, comment on appelle comment on appelle ça, les usines, les immeubles, etc. des Ivoiriens, s'approprier toute cette richesse, et malgré ça, on le payait. Il avait un salaire mensuel. Il était entretenu. Mais ça n'a pas empêché ce monsieur de toujours être dans une opposition anormale contre le président de la République, qui par ailleurs est en train de sortir le pays, n'est-ce pas, comment on appelle ça, du sous-développement. Mais il est parti comme il est parti. Donc c'est la même chose qui va arriver à ce monsieur-là, ce Laurent Gbagbo qui se pavane. Apparemment, il n'a plus rien à faire, donc il faut qu'il se trouve une raison pour toujours exister. Mais il n'existe plus, c'est fini. Okay. Et c'est comme ça que nous allons continuer. Okay. Bref, donc j'ai assez parlé, je suis désolé pour avoir pris tant de temps, mais bon, peut-être que c'était utile, mais je voudrais vous inviter et vous féliciter surtout, vraiment à garder le cap et que la haine ne soit pas de notre côté. Je sais effectivement qu'il n'y a pas de haine de notre côté, mais on peut, par des influences de cette nature-là, céder à la haine et puis peut-être faire le pire. Non, ce n'est pas digne de nous. Nous avons fait déjà un pas décisif et tout le monde connaît l'intention du RHDP, principalement le président de la République. Nous sommes des bâtisseurs, nous n'allons pas détruire notre pays et nous n'allons pas le laisser détruire. Et petit à petit, les choses vont aller de mieux en mieux. C'est ce que je voudrais dire à tous les Ivoiriens, à tous les panélistes. Vraiment, gardons le cap, n'ayons pas peur. Ils ne vont jamais nous lâcher. C'est des gens qui ne comptent pas dans ce processus de développement. Ils sont dépassés par vraiment l'efficacité qui est en train d'être déployée par le président de la République. La Côte d'Ivoire est faite pour avancer, mais sans eux. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et vous pourrez voir dans les commentaires Bakary Chérif qui dit merci pour votre intervention qui est très riche. La mère Aki qui disait la même chose. Et les gens ont beaucoup apprécié votre conversation. Et avant de vous laisser en 2-3 minutes, j'allais vous poser la question. En termes de perspective d'avenir, comment vous voyez la Côte d'Ivoire d'ici 5-10 ans? D'ici 5-10 ans, bon, déjà, il faut préparer, n'est-ce pas, une sortie vraiment honorable pour le président de la République. Parce que la majorité des Ivoiriens, en fait, au niveau du RHDP, veulent qu'il continue. Moi, je ne m'y opposerai pas, mais je ne serai pas contre aussi qu'ils choisissent de se retirer. Mais ce que je sais, si le RHDP reste droit dans ses bottes, je dis bien le RHDP, l'esprit alassaniste reste en nous, il est bien évident que dans 10-15 ans, je pense que l'émergence sera un acquis. Et on va filer droit au développement. Ça, c'est sûr. Mais il faut plutôt garder le cap. Justement, c'est ce que les ennemis voient. Parce que tous les éléments qui bonifient un développement, qui accélèrent un développement, qui propulsent un pays, qui fait que les populations ne s'occupent plus des non-valeurs, sont là aujourd'hui. Bientôt le métro. La Côte d'Ivoire, au niveau des infrastructures routières, on fait partie quand même des modèles.
Vous avez vu les investissements qu'il y a eu en termes d'équipements sportifs, etc. Les écoles, tout ça. Et quand ça va commencer vraiment à produire ce que ça doit produire, je pense que dans 10-15 ans, la Côte d'Ivoire, il y a de grandes chances que l'émergence soit acquise. Mais après cela, mais ça commence maintenant d'ailleurs, il ne faut pas lâcher le morceau. Quand vous voyez qu'il y a trop de bruit dans une affaire, si vous n'êtes pas à la fin, c'est que vous êtes au début. Mais vous savez que nous ne sommes pas au début. Ben, tout ce que les ennemis font là, tous ces bruits-là, c'est en fait la fin d'un système qui nous a trop fatigués. La Côte d'Ivoire doit mettre l'accent sur la lutte contre la corruption. La corruption, l'Ivoirien lambda doit comprendre, et ça, le gouvernement doit faire assez d'efforts là-dessus, pour arracher à tous les fonctionnaires, à tous les travailleurs, l'envie de se laisser corrompre. Ça veut dire il faut qu'il y ait un coût de la vie assez supportable, l'accès au logement décent, etc., avec tout ce qui va avec. Bon, les conditions de circulation les éléments sont en train d'arriver pour améliorer cela. Mais si tout ça, ça prend forme, je pense que l'émergence sera acquise dans 10-15 ans, peut-être même avant. Vraiment, M. Bakayoko, vous vous êtes excusé d'avoir pris du temps, mais c'est tellement utile ici, c'est une classe. Mieux vaut comprendre le cours avant de sortir de la classe que d'accélérer et ne pas comprendre. Et avec votre déroulé, après, je vous laisse le témoignage des commentaires quand l'aîné Zana Bamba dit très lucide et pointu l'intervenant. Bravo, M. Bakayoko. Merci à lui. Il y a un Sénoufo qui vous insulte. Il y a un Sénoufo qui vous insulte. La stratégie du Djonché, je la respecte. Mais nous autres, nous avons une autre approche. Il faut que nous ayons tous les éléments dans notre camp. Des intellectuels comme vous, mais aussi des sofas comme nous. C'est ce que lui disait. Et il y a Kaltoum Kamara qui dit vraiment les conseils sont très utiles. C'est à nous de nous mettre au travail. Merci. Et donc, quand on voit tous ces commentaires, c'est vraiment intéressant. Et vraiment, merci de cette belle et brillante participation. Ça veut dire que vous avez votre place ici. Merci à vous surtout. Voilà, vous avez vraiment votre partition à jouer ici. Et surtout ici, c'est le marché des idées. Ici, on dit tout pour que les gens puissent vraiment comprendre quelque chose et aller de l'avant. Et vraiment, merci de vos idées. Merci de cette belle intervention. Merci à vous. Merci à tout le monde. Allô, éclaireur. Oui. Faut pas le laisser partir. Il est venu, le monsieur Bakayoko, il est venu nous draguer avec ces belles paroles-là. Mais vraiment, il a tellement bien parlé. Bon, franchement dit, dans un groupe là, il y a les intellectuels, il y a les semi-intellectuels, et puis nous autres là, nous ne sommes pas dans tout ça là. Parce que nous, on est one way. C'est-à-dire que comportement mouton, réaction berger. Merci mon frère Bakayoko. Merci. Merci B12. C'est B52. Oui, monsieur Bakayoko, votre intervention, c'est tellement lucide, c'est tellement propre. Et si nous avons eu des opposants intellectuels, réfléchis, la Côte d'Ivoire ne serait pas partie à feu et à sang en 2010, en 2011 et en 2020. Mais des gens qui n'ont jamais travaillé, mon frère Bakayoko, des gens qui refusent de travailler. Regardez le parcours de Gbagbo Laurent. Il a pu se revendiquer que d'aller travailler. Et regardez encore un autre comme Charles Blé Goudé, qui depuis il a commencé à aller à l'école, il n'a jamais eu un diplôme. Et aujourd'hui, mais la médiocrité est devenue de l'apologie aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui est aujourd'hui sur les chaînes des plateaux en train de parler de la politique, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un pays qui se veut émergent. Comme vous l'avez si bien dit. Mais est-ce que nous autres là, qui sommes lucides, qui veulent que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, qui veulent un Côte d'Ivoire émergent, mais Blé Goudé, il n'a aucun diplôme. Il faudrait que nous autres là, on décourage ces gens de politicards, ces gens de personnes qui aiment la facilité. En réalité,
Mais ils viennent en politique pour voler l'argent du contribuable. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les enfants qui veulent diriger aujourd'hui là, à partir de 17 ans, il y en a qui ont la licence. 16 ans, il y en a qui ont le bac. Mais lui, Bleu Goudé n'a pas été capable de partir à l'école et sanctionner le couronnement de son parcours scolaire, ne serait-ce que par une licence. C'est cela qui parle de la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas être, la nation ivoirienne ne peut pas, elle ne doit pas être, et la jeunesse ne doit pas accepter, y compris des gens comme, des intellectuels comme vous, qui doivent faire des conférences, réunir les enfants, mais leur montrer le parcours de quelqu'un qui veut diriger une nation, leur parcours scolaire, leur fonction, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur parcours professionnel. Mais Bleu Goudé n'a pas de parcours professionnel. Babou Laurent, il s'est volé, il s'est attribué un titre de professeur, ça a coûté ce que ça a coûté à la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus cela. Et des personnes comme vous, vous devez être sur les panels, partout, avec votre raisonnement que je vais les voir. Vous êtes un intellectuel. Et ça m'étonnerait que vous n'ayez pas un PhD. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas un diplôme, en tout cas, valable pour que, aujourd'hui, vous méritez la fonction que vous faites aujourd'hui. Bleu Goudé a volé, a triché à l'université de la Côte d'Ivoire. Et il fuit pour aller en Tunisie, pour aller faire un semblant de formation, de cours en ligne. Sénégal m'a fait la même chose. Lorsqu'il était dans les idées macabres, il dit au président Ouattara que lui, il va à la Havane, il va poursuivre ses études. Oh, il était en train de compléter un coup d'État. Mais mon frère, vous ne devez pas vous taire. Il faudrait voir qu'à partir de maintenant, vous venez sur cette plateforme-là, intervenir. Il faudrait que vous veniez. Il ne faut plus disparaître, ni qu'à tout nous. Je vais éclairer d'aller te chercher. Inch'Allah. Parce que vous avez... C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu votre développement? J'étais parti, hein. Mais j'ai dit, il faut que j'appelle. Il faut que j'encourage ce frère-là. Il faudrait qu'il parle. Il faudrait qu'il continue à parler. Mais vous avez un génie en vous que vous devez mettre au service des autres. Comme les étudiants asiatiques l'ont fait. Le fait de parler tout simplement, vous arrivez à conscientiser, vous arrivez à mener, vous arrivez à mettre les gens dans une position de sorte qu'ils ne se laissent pas manipuler, ils ne se laissent pas diriger dans le futur par des personnes qui ne méritent pas. Et on peut compter sur vous. Et Claude, je voulais m'arrêter là. Féliciter le frère. Il n'y a pas de Merci vous-même. Monsieur Bamba, beaucoup. Vous avez vu tous les honneurs qui vous ont été faits. C'est dû à la qualité de vos intervenants. Même une personne aussi difficile que Mère Aki, parce que c'est ma propre maman, elle est très difficile. Ça, son commerce n'est pas du tout facile. C'est même, je dirais, l'une des premières fois que je vois Mère Aki dire qu'elle est d'accord avec quelqu'un. Et ça, donc vous devez comprendre. Oui, non, mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Donc, moi-même, ça m'étonne que Mère Aki puisse dire qu'elle est d'accord avec une idée. Bon, on va dire gloire à Dieu si on est dans ce. Mais c'est tout ça aussi l'intelligence humaine. On a divers niveaux de connaissances. Essayons d'aider nos contemporains en apportant quelque chose de nouveau, en apportant le peu que nous savons. Peut-être que ça va sauver des vies humaines. Et vraiment, merci beaucoup. Et comme le BC2 vous a dit, dès que vous voulez prendre la parole, ne mettez même plus dans les commentaires. Vous passez sur Messenger, je vais prendre la parole. Vous aurez la parole ici. Inch'Allah. Voilà, donc merci beaucoup. On ne va pas abuser de votre temps, vraiment. Vraiment, merci, M. Bakayoko, et welcome au panel. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il ne faut pas finir, John, tu as brûlé. Si tu brûles, là, pour aller. Ok, merci beaucoup, bienvenue. Bonne soirée à vous.